Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le Finistère Comteux est décoré de 2 nouvelles étoiles. Le guide Michelin a dévoilé ce lundi son palmarès. La Bretagne compte désormais 10 restaurants étoilés. Il a incarné la lutte de la Bretagne contre le géant pétrolier Amoco Cadiz. Le Alphonse Arzel, sénateur et ancien maire de Ploudalmézeau, s'est éteint ce vendredi. On reviendra sur sa carrière politique. Et à la fin de cette édition, on vous fait découvrir le backhold, mais je ne vous en dis pas plus sur cette pratique sportive. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du lundi 24 février 2014. Et on ouvre cette édition avec le nouveau palmarès du guide Michelin dévoilé ce lundi. 2 restaurants finistériens viennent de décrocher leur première étoile. Il s'agit de la Pomme d'Api à Saint-Paul-de-Léon, tenue par le trentenaire Jérémy Le Calvez que vous découvrez sur ces images, et du restaurant La Butte à Plouidère, dirigé par le chef Nicolas Conrault. Ils rejoignent les 8 autres restaurants étoilés du département. À noter que dans la région, un seul établissement a perdu son étoile. À l'inverse, 4 restaurants ont vu leur cuisine récompensée par la distinction Michelin. Et dès demain, dans notre édition, nous irons à la rencontre de nos jeunes chefs étoilés. On se rend maintenant à Paris. Et si je vous dis salon de l'agriculture, vous pensez veaux, vaches, cochons, mais peut-être pas aux poissons. Et c'est justement pour mettre en valeur leurs produits que le comité des pêches du Morbihan s'est rendu dans la plus grande ferme de France. Germain Lutz et Kevin Caillé de TV Sud étaient avec eux. S'il y a un endroit que les Parisiens ne peuvent pas manquer sur le salon de l'agriculture, c'est l'espace Bretagne. Et sur cet espace, le Bon Coin des pêcheurs remporte un franc succès. Une petite dizaine de pêcheurs morbihanais et de professionnels du comité départemental des pêches et des élevages marins y sont présents pour les 9 jours du salon. Depuis plusieurs éditions, les représentants de la filière profitent de l'occasion. Le but, c'est évidemment d'abord de faire découvrir la bonne qualité des produits de la mer du Morbihan. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. On a une ressource halieutique qui est riche et on veut le faire savoir. Le but, c'est aussi de montrer le dynamisme de la filière pêche. On sort quand même de 2 mois d'intempéries qui ont été très difficiles pour la profession. Et donc pouvoir valoriser la profession, la mettre en avant et montrer que malgré les intempéries, elle est toujours là, elle en veut toujours, c'est quelque chose d'important. Et puis le troisième point qui est quand même essentiel pour nous, c'est de montrer qu'on est des acteurs d'une pêche durable et responsable, avec une sélectivité des engins de pêche, avec des quotas de pêche, avec des périodes de repos biologique qu'on respecte. Et c'est ce qu'on veut faire savoir ici également. La rencontre avec le public passe le plus souvent par la nourriture. Quoi de plus efficace pour parler de la qualité des produits que de les faire goûter? Noix de Saint-Jacques ou langoustines lorientaises sont une bonne entrée en matière pour faire un peu de pédagogie. Ils se demandent pas mal ce que c'est, les espèces de grands fonds, les Saint-Pierre, les sols, les limandes, ils connaissent pas. Le grand public connaît pas le poisson. Au final, on est plus habitué à manger du poisson entre guillemets carré avec des yeux dans le coin que du vrai poisson frais qui vient de France, au lieu de manger du poisson étranger tout le temps, quoi. Mais le public est assez attentif et s'intéresse à notre démarche, quoi. Le stand du comité des pêches du Morbihan et celui de la région Bretagne sont les seuls à défendre la pêche sur le salon de l'agriculture. Mais vu le nombre de leurs visiteurs, le secteur primaire version maritime ne manque pas de visibilité. Ce vendredi, le Finistère a perdu une figure politique et historique. Alphonse Arzel, ancien maire de Ploudalmézeau pendant 40 ans et ancien sénateur, s'est éteint à l'âge de 87 ans. On se souvient notamment de cette figure pour son combat après la pollution de l'Amoco Cadiz sur les côtes bretonnes. Frédéric Lorenzon s'est rendu à Ploudalmézeau. Celui qui est devenu sénateur en 1980 est surtout connu du grand public pour son combat contre la compagnie pétrolière Standard Oil, responsable du naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978 au large de Port-Salle. Celle qui occupe désormais le bureau de Monsieur le maire a perdu un être très proche. Et c'est mon père spirituel. C'est une infinie tristesse aujourd'hui que je ressens de perdre celui qui m'a préparé à prendre des responsabilités, qui m'a donné aussi des guides, notamment d'être visionnaire, d'avoir la force du combat. Et puis pendant 26 ans, eh bien, je fus sa collaboratrice. Et même si le combat d'Alphonse Arzel a porté sur la préservation du rivage, ce militant était un terrien. Alphonse Arzel est né dans ce hameau de l'Estréonais, sa terre natale. Il y a vécu toute sa vie.
C'est sans doute cet attachement à la terre du Nord Finistère qui a porté Alphonse Arzel jusqu'aux États-Unis dans son combat contre la multinationale pétrolière, sans doute aussi sa personnalité. Sa bonne humeur, son optimisme, ses coups de gueule aussi, il faut le dire, hein. Mais sa capacité de travail, on ne comptait pas les heures, on avait toujours plaisir à travailler. Tous les jours, nous étions en contact, tous les matins à la même heure. C'était quelque chose d'immuable. Une confiance réciproque aussi. Je crois qu'il n'avait pas besoin de parler. Je savais ce qu'il pensait. Et je crois que c'était réciproque. Ironie de l'histoire, plusieurs fois candidat à l'Assemblée nationale, c'est finalement au Sénat qu'Alphonse Arzel a conclu sa carrière politique, sans doute portée par la Moco Cadiz. À noter qu'Alphonse Arzel sera inhumé ce mardi à Ploudalmézeau à 14h30. On écoute maintenant un témoignage, celui d'Elena Koziromnes. Elle est ukrainienne et depuis 2006, elle vit dans le Finistère. Toute sa famille est restée à Kiev. Alors après les événements récents qui ont secoué la place Maïdan au cœur de la ville ukrainienne et fait tomber le gouvernement en place, elle souhaite désormais des élections libres et réellement transparentes, comme elle l'explique au micro de David Cormier. Il faut que les élections se fassent au plus rapidement possible. Il faut que ces élections, pour une fois, ils seront honnêtement faits, pas trafiqués, pas trichés. Il faut que sur chaque poste, les élections, sur chaque poste, on fait les élections, soit présent une personne indépendante, soit de l'Union européenne, soit de... je ne sais pas. Mais il faut que ça soit surveillé. Je ferai même les élections ouvertes, sans que les gens rentrent dans la cabine avec ses rideaux fermés et qu'ils fassent la photo. Allez, j'ai voté pour cette personne-là. Là, j'envoie la photo et je me fais payer. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marchait toujours. On ouvre les rideaux. Il faut que les gens votent. Il faut qu'ils mettent son papier dans l'urne et que ça soit fait ouvertement et honnêtement. C'est que comme ça aujourd'hui qu'on peut savoir ce qu'ils pensent les gens. Pas ce qu'ils pensent les gens qui dirigent et qui décident comment elles vont agir les marionnettes. Non, il faut que les gens décident une fois. Ils ont droit. La base aéronautique de Landivisio ouvre ses portes ce lundi et mardi. 400 écoliers découvrent ce site de la Marine nationale. Les écoliers ont pu apercevoir les avions présents sur place, mais aussi s'initier au geste des premiers secours. Frédéric Lorenzon a suivi la visite. Journée découverte ce lundi pour 200 enfants des communes riveraines de la base aéronavale de Landivisio. Une visite qui commence par la découverte de ce Falcon 10. Tu l'as trouvé comment l'avion alors? Il était petit mais il était bien. Mais il est trop grand pour aller sur un porte-avions. Il peut avoir que 7 personnes à l'arrière de cet avion. Et on a vu la sécurité routière. D'habitude, ce sont les moniteurs de sport qui vont dans les écoles autour de la base. Cette fois, les militaires ont voulu accueillir les écoliers dans leur environnement avec un programme citoyen. Les moniteurs de sport s'impliquent beaucoup déjà dans les écoles et au lieu de les avoir qui se déplacent vers l'extérieur, on s'est dit qu'on pouvait peut-être accueillir les jeunes et puis leur organiser quelque chose qui soit orienté autour du civisme, du lien armée-nation. Exemple concret avec cette initiation à la sécurité routière sous l'œil des gendarmes. Si on ne leur montre pas les bonnes règles au départ, forcément on retrouve ces erreurs tout au long de la vie. Donc si on peut leur apprendre très jeune, ben c'est toujours ça de gagner. Les activités pratiquées ce lundi sont un bon complément pour la classe. C'est ce qui est au programme au niveau du cycle 3. Donc voilà, donc, effectivement, ça nous sert nous après pour travailler sur ces points-là en classe. Ce mardi, place aux plus jeunes, 200 CE1 et CE2 visiteront à leur tour la base de Landivisio. Ce samedi, Quimper accueillait les pratiquants d'un sport assez méconnu, le backhold. 200 spécialistes de cette lutte écossaise étaient réunis pour la 12e édition des internationaux de backhold. Notre journaliste Frédéric Lorenzon vous fait découvrir ce sport. Backhold, on pourrait dire coincé sur le dos. Ce sport qui a réuni 200 compétiteurs samedi à la halle des sports de Pennars est né il y a bien longtemps en Écosse avec une règle simple. Le principe, c'est de mettre son adversaire sur le dos et c'est donc le vainqueur au premier tombé ou au lâcher de main. Donc le but, c'est de faire tomber son adversaire en premier. C'est celui qui marque 3 points, donc 3 manches gagnantes qui remporte le combat. Parce qu'on a des Écossais, des Anglais, des Polonais et des Sardes qui sont là cette année.
en plus donc des Bretons, donc ça fait une bonne délégation. Il y a en gros une cinquantaine d'étrangers qui viennent combattre cette année à Quimper. Dans le Bacold, les représentants du pays du whisky ne sont jamais très loin, surtout quand il s'agit d'un concours international. Andrew est écossais d'origine, lui a troqué le kilt contre un fuseau, mais gare à ceux qui voudraient se moquer, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, c'est bon. Pas mal pour ce jeune homme qui pratique seulement depuis 2 ans. Il faut dire qu'outre-Manche, le Bacold a quelque chose de plus rustique. C'est très bon avec tous les spectateurs, c'est magnifique ici. Normalement pour moi, quand j'ai des compétitions en Angleterre, c'est juste à l'extérieur, c'est comme une farm. Mais c'est bon, c'est le fait pour l'agriculture et des fermiers. Mais ouais, c'est beautiful ici, je pense. C'est le luxe ici. Ouais. Et même si généralement, le Bacold est pratiqué par de solides gaillards dans les fermes anglaises, il permet aussi à ces jeunes filles de moins de 35 kilos de monter sur le podium, très fiers avec leur médaille. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TVO.